personnage qui apparaît dans l'opéra s'appelle Belinda. Belinda, c'est la servante de la grande reine. Belinda, elle est toute sympa, toute fraîche, et elle arrive dans l'opéra et elle va voir Didon, donc le deuxième personnage, Didon. Et qui est Didon? Est-ce que vous avez une idée qui est Didon? Oui. Ah, c'est la deuxième femme d'aîné. Alors, à ce moment-là de l'histoire, elle n'est pas encore la femme d'aîné. Et c'est toute l'histoire. Elle est la reine de Carthage. Donc, c'est quelqu'un de très important, une noble personne. Et Belinda discute avec Didon et on se rend bien compte qu'il va y avoir quelqu'un qui va arriver à la cour, quelqu'un de très important, quelqu'un qui est le prince troyen et qui s'appelle Énée. Est-ce qu'il y a Énée qui traîne quelque part? Donc, Didon tombe forcément amoureuse d'Énée, sauf qu'elle se laisse un petit peu séduire, Énée doit lui faire la cour, et tout se finit bien, le premier acte termine comme ça. Mais comme souvent dans les histoires, il y a des choses qui vont barder. Et qu'est-ce qui va barder? C'est qu'il y a une sorcière qui va arriver. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un peu de musique. Et je vous raconte l'histoire au fur et à mesure, mais qui est une histoire que vous connaissez déjà, et qui va notamment se passer avec une sorcière extrêmement méchante, qui veut le malheur de tout le monde. Qu'est-ce que c'est une ouverture? C'est un petit peu comme un générique quand vous allez regarder une série sur Netflix. C'est une petite musique qui introduit l'histoire. Donc, voici l'ouverture de l'opéra Didon et Énée. Génial. Les ré. J'ai rien fait. Les ré. Et les do. Il y a eu un do qui s'est fait. Les do. Avec moi. Avec moi. Voilà. Elias has no fate but you. Let Didos mine and I'll defy the female's throne of destiny. Not from mine for envy's sake, some pity on your love take. Regnatina, hopeless fire, a hero fall, and I once more expire. Donc il faut chanter fort. Pourquoi? Parce que quand on est dans un grand théâtre comme ça et que je veux que les personnes tout au fond de la salle puissent m'entendre, je suis obligé de chanter fort. Donc c'est des techniques vocales, c'est le chant aigu. Et est-ce que d'après vous, moi j'ai une voix qui est plutôt grave ou une voix qui est plutôt aiguë? J'entends grave par ici, voilà, plutôt grave. Donc on continue l'histoire. Tout se passe bien, le premier acte se termine, a priori il y a un mariage qui va arriver. Mais
il y a un personnage qui est la sorcière. En général, les sorcières dans les histoires, elles ne sont pas très sympathiques. Et celle-ci, elle veut uniquement le malheur de tout le monde, et particulièrement le malheur de Didon et de Aîné. Et vous allez simplement entendre l'ouverture des sorcières, si je ne me trompe pas, qui nous va mettre un petit peu dans l'ambiance d'une sorcière très méchante qui va vouloir le mal et qui va vouloir que l'histoire se termine pas bien. Quelque chose d'extrêmement grave. La sorcière va vouloir que le mariage entre Didon et Aîné ne se passe pas et ils vont inventer tout un tas de stratagèmes. Mais en attendant, lui, Aîné, revient de la chasse. Dans le piano, les cordes sont frappées par des marteaux et le clavecin, les cordes sont pincées. Un instrument avec des cordes pincées, c'est par exemple la guitare. Comment est-ce qu'on fait pour jouer sur la guitare ? On imagine que je suis un guitariste, voilà la corde de ma guitare, je joue comme ça, vous êtes d'accord ? Oui ? Je peux aussi éventuellement prendre quelque chose dans mes doigts pour jouer la guitare, vous avez déjà vu ça, non ? Des guitaristes qui jouent avec ce qu'on appelle un médiator, et du coup, ils jouent comme ça. Eh bien, le clavecin, c'est exactement le même système. On ne dirait pas, mais on va vous l'expliquer. Quand j'appuie sur une touche du clavier, la touche simplement, elle vient depuis là où j'appuie jusqu'ici et c'est une bascule. Donc elle va monter comme ça et elle va faire monter une petite pièce de bois, ceci, qu'on appelle le sautreau. Alors rassurez-vous, là on voit rien du tout, mais j'en ai fabriqué un grand. Voilà donc le sautreau. Dans ce sautreau, je vais venir mettre ce qu'on appelle le bec pour le clavecin. Dans une petite fente comme ça, je viens mettre le bec. Et on a vu donc que quand j'appuie sur la touche, le sautreau monte. Le bec est donc en dessous de la corde, vient tirer dessus, et à un moment, qu'est-ce qui va se passer ? Pong ! Ça joue. C'est joli, comme son. J'adore le son du clavecin, surtout de cette corde-là. À votre avis, quand je relâche la touche, que fait le sautreau ? Il redescend. Problème. Ça refait un son alors. Du coup, à chaque fois, ça rejoue pong une deuxième fois. Mais moi, je voulais jouer la note qu'une fois. En fait, même ça ne redescendrait pas, ça resterait pendu comme ça. Et donc, je ne pourrais plus jouer. Il y a un système génial sur le clavecin qui est tout simple, mais il fallait y penser. C'est que le bec est monté sur une petite languette qui bascule vers l'arrière. Vous voyez ça ? Alors elle est construite de telle sorte que dans ce sens-là, elle ne peut pas basculer, et dans ce sens-là, elle peut basculer. Autrement dit, en montant, le bec tire sur la corde, ça joue, et en redescendant, le bec vient se poser sur la corde, la languette bascule vers l'arrière, et hop, on peut recommencer à jouer. Ça va, c'est clair ? Et hop, voilà. Et il manque une dernière chose, c'est qu'il faut pouvoir arrêter le son. Et donc on vient mettre sur le côté du sautreau un bout de tissu épais, du feutre, qui vient se déposer sur la corde. Et donc ça joue, vous voyez la vibration de la corde, et hop, là vous voyez qu'il n'y a plus de vibration, le son s'est arrêté. Et donc voilà comment fonctionne le clavecin. Ça, dans un opéra à l'époque baroque, c'est les effets spéciaux du XVIIe siècle, quoi. C'est-à-dire qu'à l'époque, on n'a pas
On n'a pas des moyens incroyables, et ça c'est vraiment les effets spéciaux du XVIIe siècle. Donc c'est parti, Énée revient de la chasse, il se doute de rien, et il y a un orage qui va arriver. Behold upon my bending staff a monster swells and bleeding, with eyes far exceeding those beneath sun's banner. Il y a un messager qui va arriver, qu'on appelle un esprit, et qui va dire à Énée, il faut absolument que tu partes à la guerre. Pourquoi il faut que tu partes à la guerre? Parce que Troie est en train d'être détruit, il va falloir que tu t'en charges, mais qui t'a dit ça? Cet ordre vient directement de Jupiter. Jupiter, le dieu de la guerre. Alors dans ces cas-là, d'après vous, Énée, il fait quoi? Il va à la guerre ou il reste? Ah, bah il sait pas trop, hein. Alors d'un côté, il va se dire, je suis obligé de partir. Je suis désolé, je suis obligé de partir. Mais ça veut dire que dans ces cas-là, il est obligé de laisser Didon, alors qu'il vient juste de se dire, on va se marier. Donc c'est quand même une décision qu'il a à prendre. Et il doute, il ne sait pas quoi faire. Donc là, ce que vous allez entendre, c'est le moment où Énée est complètement perdu. Est-ce qu'il faut partir à la guerre ou est-ce qu'il faut rester avec Didon? Eh bien, le mystère reste entier, mais a priori, il va devoir partir et ça va pas se finir bien cette affaire-là. Et juste, vous vous rappelez que c'est qui a envoyé le messager? Est-ce que c'est un vrai messager ou... Ah, voilà. Oui, tout à fait. Jove's command shall be obeyed. Tonight our hearts shall be wed. Mais ce qui est bien avec l'opéra, c'est que ça vous plonge vraiment dans une histoire, et à la fin, on aime bien les personnages, et à la fin, si Didon meurt, bah, ça nous rend triste, ça nous touche, ça nous émeut. Et c'est ça qui est bien avec l'opéra et la musique d'une manière générale. Merci beaucoup, vous avez été incroyable, vous avez été très bien préparés, vous avez joué des tubes de manière impressionnante. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Donc, quel est l'intérêt pour des élèves de collège de participer à ce genre d'opération? C'est découvrir un univers musical qui leur est pour la plupart totalement étranger et leur montrer que il y a des émotions et que ce ne sont pas des musiques figées, des musiques de musée, c'est des musiques vivantes parce qu'elles sont toujours jouées depuis l'époque de la création. Et donc là, ce qui est particulièrement intéressant dans ce qu'on vient de voir, c'est la participation, j'imagine, pour les élèves.
Ben oui, c'était on sent que les musiciens qui nous présentent Didon et Aîné, enfin qui présentent Didon et Aîné aux élèves, ont l'habitude aussi de faire de la pédagogie, et donc le coup des tubes résonnants, voilà, tout de suite ils sont mis dedans. Ils font de l'éducation musicale. Et en quoi est-ce que c'est complémentaire du travail que vous avez fait en cours? Alors, c'était quand même rencontrer les musiciens, etc. Nous, en classe, c'est des extraits YouTube, voilà, excellent, mais c'est pas pareil. Et alors, on n'a pas chanté, parce que c'est dur à chanter. Oui. On a travaillé un peu sur les basses continues, les motifs en boucle qu'on rencontre dans toutes sortes de musiques. Alors, Hit the Road, Jacket, ou bien j'aurais passé une passacaille italienne du 17e, Bisogna morire, et pareil, on a un motif ting, tom, tom. Donc il y a ce procédé musical, on le retrouve à toutes les époques et dans tous les univers. Dans la musique électro, ce ne sont que des boucles superposées qui s'enchaînent, etc. C'est ce que j'ai essayé de leur faire passer. Oui, il y a une continuité entre le travail au collège avec vous et puis là, directement avec les musiciens. Oui, et entendre quand même les sons, vrai, voir des gens, voir une japonaise qui parle français, voilà, qui sortent un petit peu de leur quotidien. Voilà. Alors, c'est 1 heure, c'est court, mais en même temps, là, ils sont plongés. Le temps n'est plus le temps n'est plus le même et ça va leur rester, je pense. On espère qu'ils en retireront en tout cas du plaisir et de la compréhension et de l'amour de la musique. Voilà.